Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Le Monde de ce jour. Les questions sécuritaires intéressent au plus haut point les autorités camerounaises. C'est d'autant plus que la secte terroriste Boko Haram a secoué pendant plus de 2 années ce pays, mais la guerre contre cette secte terroriste a été pratiquement vaincue puisque le Cameroun tout entier s'est mobilisé pour la lutte contre cette secte terroriste. Et du coup aujourd'hui, il y a une batterie de mesures sécuritaires qui est mise en place. Et pour aborder la question de cette batterie de mesures sécuritaires, nous avons fait le déplacement pour la capitale, siège des institutions républicaines du Cameroun, Yaoundé, pour recevoir et dérouler le tapis rouge à un homme. Il s'agit du patriarche Biloa ici. Il a été commissaire dans cette ville. C'est quelqu'un dont on connaît les œuvres dans ce domaine de la sécurité au Cameroun. D'ailleurs, il a été aussi un directeur de publication d'un grand journal, un journal panafricain. Il est lui-même panafricaniste. C'est avec lui donc qu'on va aborder les questions sécuritaires au Cameroun au cours de cette édition. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans Le Monde de ce jour. Notre invité, c'est tout de suite. Rebonsoir donc à tous et bienvenue. Nous sommes au Cameroun, la ville aux 7 collines, siège des institutions républicaines. Le Monde de ce jour s'est déporté pour ouvrir désormais le tapis rouge à des acteurs de choix dans cette cité capitale politique, et je dois encore le dire, s'il y a des institutions républicaines. Et l'émission se tournera désormais avec beaucoup d'acteurs de cette ville. Aujourd'hui, tapis rouge au patriarche Biloa ici. Vous l'avez suivi et vous le suivez constamment sur les médias, mais désormais, puisqu'il est consultant permanent sur la Dan Broadcasting System, et vous le savez très bien, c'est la télé qui va jusqu'au bout du monde. Nous parlons avec lui, comme annoncé au début de cette émission, à l'introduction, des questions sécuritaires. Patriarche Biloa ici, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, je suis fort heureux d'être avec toi aujourd'hui sur ce plateau et surtout de parler des choses qui concernent notre pays, parce que je suis toujours fort aise lorsqu'il faut construire ce pays qui est un grand pays, mais que certains paradoxes tirent par le bas. Des paradoxes qui tirent le pays par le bas, on va justement en parler abondamment. Mais déjà, vous êtes une figure mythique de la sécurité au Cameroun. Dans cette ville, vous avez œuvré, peut-être partout au Cameroun, mais principalement dans cette ville, pour sécuriser cette ville à des moments assez forts de ce pays. Est-ce qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est les questions sécuritaires au Cameroun, on peut revenir sur le rétroviseur de votre action dans cette ville? Mon action, c'est assez embêtant parce que, comme tout le monde le sait, le jeu est haïssable. On va s'efforcer. Lorsqu'on parle de soi, on croit qu'on tient la brosse à cirer. Non, je dis sans outrecuidance, ceux qui ont suivi ce que j'ai fait dans cette ville, avec le peu de moyens qui étaient les nôtres à l'époque, jusqu'à date, garde confiance à Biloa ici et me donne des informations sans que j'ai à leur donner quoi que ce soit, sans que j'ai un budget qui permet de sensibiliser les informateurs. À Yaoundé, j'ai pu mettre la ville au pas avec moins de 30 éléments. Et ce qui est curieux, c'est qu'aujourd'hui, il y a des milliers de policiers, des milliers de gendarmes, mais la ville croule sous une insécurité qui ne dit pas son nom. On agresse par-ci, on vole par-là, et finalement, on en vient à se demander qu'est-ce que font les services de sécurité. Pourtant, ces services ne dorment pas. Mais le véritable problème, c'est que le travail n'est pas fait comme il devrait l'être. Alors, le travail n'est pas organisé. Alors, on vous a appelé commissaire X dans cette ville. On m'a appelé commissaire X, c'est des bandits. C'est des bandits qui m'ont donné ce surnom, qui m'est resté et que j'adosse, que j'assume. Parce que ceux qui ne savent pas, à cette époque-là, j'étais chef de la brigade provinciale de police judiciaire du centre et du sud. Et il passait un film dans les salles de cinéma, on en avait encore. Ce film, le commissaire X traque les chiens verts. Et
Lorsque les bandits ont vu comment j'opère, ils ont dit ça c'est le commissaire X du Cameroun. C'est plutôt un nom appréciable. Absolument, parce qu'il y en a qui appellent sans savoir exactement ce qui s'est passé, comment c'est arrivé. Mais disons que j'étais respecté par les bandits parce que je savais, j'avais une pénétration de milieux criminogènes. Et lorsque j'allais dans un bal où je sais qu'il y a des bandits, je n'allais pas en costume, je mettais un ensemble jean et lorsque j'entrais, j'entendais il est young. Hein? Et tout de suite, le contact est pris, le courant passe et je vais sortir de là avec des informations de telle manière que certains qui ne comprenaient pas mon mode opératoire ont dit oui, il doit avoir des groupes de bandits, pourquoi il est si renseigné. C'est fort simple, les gens ne veulent pas travailler. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aujourd'hui l'opportunité de le dire de manière solennelle. Moi j'ai commencé par un constat. Il y avait des boîtes de nuit, oui. Il y avait des salles de cinéma, il y avait des marchés. Et le matin, les Nangabogo portaient les sacs des dames pour le marché. Lorsque les marchés sont fermés, ils vont devant les cinémas, les salles de cinéma. Et lorsque les salles de cinéma ferment, ils vont devant les boîtes de nuit. Donc les bandits ont aussi une planification. Absolument, absolument. Dès que j'ai fait le constat, j'ai dit donc, ils connaissent tout ce qui se passe en ville. Puisque du matin, d'un matin à un autre, oui. ils sont éveillés. C'est comme ça que j'ai commencé à leur donner un peu d'argent, sans rien demander. Je trouve un groupe, je donne l'argent, je passe. Et vous avez créé la familiarité absolument, et le rapprochement. Absolument. Et à la fin, on est arrivé à ceci. J'ai acheté des talkie-walkie jouets qui portaient sur 500 mètres. Oui. Lorsque je suis dans une salle de cinéma, je donne un talkie à un bandit. Je lui dis, si je sors d'ici et que j'entends quelqu'un se plaindre qu'on a bricolé la portière de sa voiture, c'est toi que je vais enfermer. Donc tu as pour mission de me dire un moment précis, en temps réel. Et c'est ce qui se passe. Je suis dans la salle X. Il y a Chacal qui bricole la voiture numéro tant qui est à tel endroit. Quand je sors prendre le gaz Chacal sur le fait, il ne comprend pas comment j'ai fait. Il dit, mais ça c'est un vrai sorcier. Ce n'était pas sorcier. Oui. Donc c'est parce que je mets mon travail. Quand je suis sorti de l'ENAM, j'aurais pu choisir autre chose que la police. Mes camarades qui ont choisi l'administration générale, certains sont devenus ministres, d'autres gouverneurs et ainsi de suite. Moi, c'est la police qui m'intéressait et je suis allé à la police. Et parce que j'aimais mon boulot, je l'ai fait de manière admirable, sans outrecuidance. Et je dis, je résume là mon mode opératoire. Et je mets quiconque au défi. Je n'ai jamais eu un dossier d'enquête qui n'est pas abouti. Je dis jamais. Parce que j'étais renseigné. Tous connaissaient où j'habitais. Que ce soit à 2 h du matin, je suis couché, grand. Il sonne, je me lève, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai laissé, tel est en train de vouloir faire telle chose à tel endroit. Et c'est comme ça que j'interviens. J'étais le voisin du commissaire Bekolo. Un jour, on vole chez lui. On prend on ouvre la voiture, la radio, le lecteur. Et le matin, moi, je suis immédiatement informé qui a fait le coup. Vous connaissez la personne? Je connais la personne puisque... mais le commissaire, lui, est loin de connaître la personne. Il ne connaît pas. On me dit, je m'en vais d'abord là-bas, je prends tout ce qu'on a volé chez lui. Quand j'amène, il me dit, mais frère, comment tu as fait? Je dis, non, laisse prendre seulement tes choses. Et qu'est-ce que je faisais lorsque j'étais un mineur? Il dit, papa, si tu recommences, si je le prends en flagrant délit de faute, si tu recommences, je ne t'excuse plus. Mais à partir de maintenant, je veux que tu me dises ce qui se passe en ville. Voilà, de manière schématique, comment j'ai opéré. C'est aimer son travail et l'esprit patriotique. Absolument. Et c'est ce qui manque le moins à certains de nos compatriotes. Alors, la première
porte d'entrée de cette émission, la série que nous ouvrons sur Yaoundé. D'ailleurs, c'est tous les mardis que cette émission passera sur ces antennes de la Dan Broadcasting System, dans cette nouvelle phase de sensibilisation avec les visages qui portent, avec les noms qui portent aussi. C'est la secte terroriste Boko Haram. Ça fait près de 3 ans aujourd'hui. Si aujourd'hui vous relisez un peu l'histoire de la lutte contre cette secte terroriste, qu'est-ce que vous pouvez dire en 2, 3, 4 ou 5 mots de ce qui s'est passé, comment cette secte a eu les points forts et comment elle a eu des points faibles, parce qu'aujourd'hui, il y a un élément que vous avez sollicité depuis qui a été mis en place, on va en parler, mais commençons d'abord à examiner l'histoire de cette secte. L'histoire, je vais rester dans les généralités. Quand Boko Haram naît au Nigeria, c'est une secte essentiellement religieuse qui prône le rigorisme religieux. La transformation va venir lorsque la répression va radicaliser les éléments. Et c'est à ce moment que la secte prend des allures et des postures politiques et est encouragée par certains riches du Nigeria. À cette époque, on n'a rien avec ce Boko Haram. D'ailleurs, nous sommes tous des anciens d'Afrique Média. Chekaou nous avait envoyé une vidéo où il disait qu'il n'avait rien à voir avec le Cameroun. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que les mécontents de notre pays, et ils sont de toutes les religions, de toutes les régions. Les mécontents de notre pays, du Cameroun. Et ils sont de toutes les régions. On saisit l'occasion d'instrumentaliser un certain nombre d'adhérents de Boko Haram. Parce qu'au départ, les éléments de Boko Haram allaient au nord. Tout le monde savait que c'est des éléments de Boko Haram. Ils ont même loué des maisons. Ah, et ils étaient reçus? Ils étaient reçus. Sans problème. Mais sans problème, parce qu'on n'avait aucun problème avec Boko Haram. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque, malheureusement, parce que, qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous avez une maison de 5 chambres et vous dites, écoutez, on loue 4 chambres, tu prends une chambre avec ta femme, les enfants vont se débrouiller au salon, on te paye 500 000 francs le mois. Ils donnaient beaucoup d'argent. Mais malheureusement, ils ont commencé à prendre les épouses des gens qui les hébergeaient. Et c'est là où ça se gagne. Et l'autorité administrative au courant va donc demander à ces gens de faire sortir ces locataires indélicats. Indélicats. Et devenus un peu agresseurs. Ouais, ce sont les Camerounais qui se disent non, on va les sortir, qui va nous donner l'argent qu'ils nous donnent. À ceux qui les hébergeaient. Oui. Bien que victimes de ce que leur épouse allait vers les riches Boko Haram. Et évidemment, pour ne pas citer un média que je ne veux pas citer, dont nous sommes anciens et dont d'ailleurs nous avons inscrit les piliers, les fondements, oui, parce que nous sommes les créateurs de ce qui se passe là-bas, il faut le dire. Oui. On est passé là, dans cette époque, à travers comment on appelle, la prise des otages et autres. Oui, la prise des otages, c'est un passage intéressant. Mais ce qu'il faut dire, je vais y arriver tout de suite. Oui. Mais restons d'abord dans ce que vous avez dit, c'est-à-dire oui, que les locataires indélicats refusent de chasser ceux qui les font coucou, oui, parce qu'ils reçoivent de l'argent. Bon, bref, c'est ainsi que les mécontents de notre pays vont se servir de ce genre-là. Et alors va naître Boko Haram du Cameroun. À les locataires indélicats qui refusent de partir et que les bailleurs disent comment on va vivre, est-ce qu'on va, perdre ce butin et du coup les mécontents se saisissent de la brèche. Oui, et maintenant il y a une sorte d'alliance avec Boko Haram. Alliance qui va prendre évidemment une coloration politique. Lorsque je dis mécontents, oui, les mécontents, ils sont Boulou, ils sont Ewondo, ils sont Awoussa comme nous appelons. Bamileke, Bassa, voilà et autres. Et c'est comme ça que Boko Haram va donc commencer à nous faire des histoires.
Et ces histoires, je le dirai plus tard, a quelque chose de malheureux. Bon, parce que Boko Haram, en passant, nous a permis d'avoir une armée. On n'en avait pas avant. Ah bon? C'est vous qui le dites? Oui, c'est moi qui le dis et j'assume entièrement ce que je dis. Parce qu'à Bakassi, les officiers, les hommes de troupes prenaient des certificats médicaux pour ne pas aller au front. Ah bon? Ils fuyaient le front? Ils fuyaient le front. Alors quand les soldats fuient le front, il n'est pas soldat. On ne peut pas être soldat tout simplement parce qu'on a un galon. On sait ce qui s'est passé avec la pénétration du commandement Delta et autres de ce côté-là. Donc, Boko Haram nous a rendu un service parce qu'aujourd'hui, nous avons une armée. Mais le prix à payer est très fort. Il est très fort parce que, au départ, notre armée se comportait comme une armée d'occupation. Oui. C'est ce qui crée la fracture, c'est ce qui crée le désamour entre l'armée et le peuple. Or, et je le dis, mon professeur de défense militaire est encore vivant, le général Semengue, qui nous a dit une défense est globale ou elle n'est pas. Vous ne pouvez pas choisir que c'est les soldats qui vont lutter. Les soldats ne peuvent pas lutter si le peuple ne marche pas avec. Ah oui, dans Boko Haram, on a vu la mobilisation de tout le peuple. Et effectivement, regardez les services que rendent ce qu'on appelle les comités de gestion. Oui. Encore que là encore, c'est très mal géré. Très mal, c'est un amateur pur et simple. Vous ne pouvez pas emmener les caméras, prendre les membres du comité de gestion, vous les exposez, bon, parce que vous voulez justifier l'argent qui vient de Yaoundé, vous faites quelques petites enveloppes, vous leur donnez, vous amenez des motos, il y a la caméra, on voit quelle moto et qui prend la moto. Ils sont exposés les... Absolument, et je dis que quelqu'un qui a une petite formation ne peut pas faire cela, mais malheureusement, il y a là, j'allais dire, le choc des intérêts. Les intérêts des uns voudraient qu'on dise au président, oui, on a réuni les... Non, le président n'a pas besoin de cette manifestation-là. On peut le faire. On appelle les membres, on leur fait des petits films, on envoie au président de la République. Et il voit, ce n'est pas de montrer en mondovision ceux qui sont chargés de faire du travail dans l'ombre. À l'ombre, on reste inconnu. Mais or, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas cela. Donc, Boko Haram va donc commencer, Boko Haram camerounais va donc commencer à nous embêter. Et comprenant qu'ils peuvent être débusqués, ils louent quelques actions à Boko Haram du Nigeria. On sous-loue et c'est comme ça que nous rentrons dans la guerre contre Boko Haram. Et lorsque surviennent les enlèvements, je m'intéresse toujours à la sécurité de mon pays. Parce que il y a au moins des gens sortis du Bélois, j'en ai au moins une quarantaine, c'est-à-dire enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants. Donc, il est de mon devoir, de mon impérieux devoir, de faire en sorte que notre pays soit tranquille. Alors, pour ce qui est des enlèvements, les enlèvements étaient faits par le Boko Haram camerounais. Je prends un cas précis et je vais donner les noms. Oui, c'est ça dont il est question. Oui, je vais donner les noms. Lorsqu'on enlève les religieux, il y a une sœur dedans qui est malade et qui prend un remède qu'elle achète régulièrement à la pharmacie de Maroua. Alors, lorsqu'on les enlève, soi-disant qu'on les a emmenés au Nigeria, on revient tout le temps acheter le même remède. Je dis à ceux qui sont en contact avec moi, voyez-moi ça. Et un se déclare, il me dit non, ces gens-là ne sont jamais sortis de Maroua. Ils étaient toujours à Maroua. Et nous avons pu avoir quelqu'un qui allait là où étaient les otages tous les jours. J'ai battu le pavé ici pour faire comprendre ça à ceux qui disent assurer la sécurité. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à trois. Madame Atanordil, qui était aussi
Afrique Média, pour ne pas le citer. Pour ne pas la citer, elle me dit, frère, pardon, c'est notre pays, faisons quelque chose. Et on associe le SP du général Semengue, Mazé. Et elle est en contact avec un informateur sûr. L'informateur nous donne les informations nécessaires pour aller prendre les otages où ils sont à Maroua. Et pour qu'on accepte, que les autorités de la sécurité acceptent nous recevoir, c'est la croix et la bannière. Et c'est le ministre Etundingwa qui va réussir à nous, à nous obtenir un rendez-vous avec le délégué général à la sûreté. Oui. Parce qu'il fallait, nous ne pouvions pas, nous à trois, aller à Maroua prendre les otages. Oh, oui. On n'en avait ni les moyens, ni le pouvoir, ni le droit de faire ce genre d'opération. Nous convenons donc qu'on rencontre le délégué général de la Sûreté nationale. Et le jour de la rencontre, la voiture de Madame Atana est en panne. Je suis donc obligé de prendre ses petits-fils, parce que c'est elle qui prenait les petits-fils pour la maison. Ouais. Je lui dis, écoutez, montez à la délégation, je laisse tes petits-fils et je reviens, on arrange le problème avec le délégué. Quand je reviens, Mazé et Atana descendent et dit, on a fini. Mon Dieu, vous avez fini quoi? Vous avez fini comment? Il dit, le délégué a demandé que j'appelle notre informateur, qu'on lui dise qu'on va envoyer quelqu'un et il va aller montrer à ce quelqu'un, il va aller montrer là où sont les otages. Et c'est avec le téléphone du délégué. Le délégué donne son téléphone à Madame Atana. Oui. Elle appelle donc notre informateur, évidemment, le numéro de... Le numéro est resté. Est resté. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, quelques temps après, le délégué téléphone effectivement. L'informateur. L'informateur va voir... non, il appelle son agent à Maroua. À Maroua. Va voir tel qui te montre où sont les otages. Lorsque le type se présente, il dit, mais je ne vous connais pas et puis je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, je suis guide touristique. Le type, l'agent du délégué appelle le délégué, dit que l'information n'était pas bien. Or, le délégué était convaincu que l'information est bonne. Est bonne, oui. Il a laissé tomber. On a attendu une semaine. Mais le même jour, notre informateur, dont je tais le nom, vous comprenez pourquoi? Tout à fait. Appelle, il dit, mais demande à Madame Atana, qu'est-ce que je t'ai fait? Nous, on traite depuis. Tu m'envoies des gens que je ne connais pas. Tu veux ma mort? Est-ce que c'est comme ça que nous avons convenu? Bon, bref. Ah, donc c'est à partir de là que vous savez que Madame Atana a donné, en fait, le délégué a utilisé le numéro. Mais elle m'a dit, elle m'a rendu compte. Ah, oui. C'était moi le pilote de l'opération. J'ai l'expérience plus que Madame Atana, plus que le SP du général Semengue en matière de sécurité. Bon, et qu'est-ce qu'on fait? Quelque temps après, on donne donc l'ordre d'aller attraper notre informateur, qu'on attrape, qu'on maltraite jusqu'à ce qu'il aille montrer où sont les otages. Et on va être de dire au président, ouais, nous avons des contacts, on va aller négocier avec les preneurs d'otages. Et aucune négociation n'avait été faite. Non, on connaissait où étaient les otages. On a pris des cantines d'argent ici pour soi-disant aller négocier. Et évidemment, qu'est devenu cet argent entre Yaoundé et Maroua? À un moment donné, on a reconnu les traces des biens bien par-ci sûr, et par-là. bien sûr. Il y a même, je peux vous donner simplement la couleur de la voiture qui portait les cantines d'argent. Je ne veux pas donner le numéro. Non. Et c'est pour cela que je dis qu'on n'est pas sérieux et que c'est Boko Haram qui nous permet de structurer un peu nos services. Parce que cette histoire montre bien qu'il y a des intérêts. Je prends le cas de quelqu'un qui commandait les services de maintien de l'ordre à la police, qui faisait ceci, et il veut avoir l'argent du président, il fabrique un truc, on écrit... Vous taisez le nom de ce quelqu'un? Oui, j'étais le nom de ce quelqu'un. On va laisser devant la porte de Tundi. Et
à 5 h du matin, les agents de tout type viennent trouver ces choses. Les gens qui ont déposé, on vous arrête, on avise le président que ça ne va pas. Il nous faut des moyens pour éteindre le feu. Tu comprends? Alors qu'il n'y a absolument rien. C'est-à-dire, le président sort l'argent, il faut que le pays soit en paix. Mais il est complètement entourloupé dans les grandes largeurs. Donc, la lutte contre Boko Haram rame dans les mêmes eaux, reste dans les mêmes ornières. Parce que si, au départ, on avait écouté le peuple, et ce peuple bélois est parmi. Je ne suis pas le seul qui s'intéresse à ces choses. On n'a pas écouté parce que les responsables sont très très proches de l'argent, des fonds spéciaux qu'on sort et ils ne veulent pas de partage. Voilà le problème. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque la chose s'est structurée un peu, Boko Haram... Elle s'est structurée quand même parce qu'il y a quand même eu une réorganisation oui, de l'armée quelque part. Oui, absolument. J'ai dit que Boko Haram nous a aidé à avoir une armée. Je l'ai dit dès le départ. Oui. Nous avons une armée maintenant. Mais ce qu'il y a, c'est que les mauvais exemples se communiquent très rapidement et très facilement. Et c'est ça un des hicks de notre lutte contre Boko Haram. Voilà. Alors, voilà la trajectoire de la lutte contre Boko Haram. Mais maintenant, je vous vois avec un document là. Il y a, pendant cette lutte-là, vous avez fait beaucoup de propositions, parmi lesquelles cette affaire des chiens policiers. Aujourd'hui, apparemment, c'est quelque chose qui est entré en vigueur, même si on va revenir sur d'autres mesures, batteries de mesures. D'autres batteries de mesures, je commande par celle-là. J'ai proposé bien avant et je n'ai pas honte. Moi, je suis assez transparent. J'ai 2 génies en électronique comme fils. J'ai dit bien 2 génies. C'est pour ça que je peux me permettre de dire un certain nombre de choses. Quand on commence, ça a commencé par le vol dans les établissements publics. Mon fils m'a dit, mais c'est quoi cette histoire? Vol avec incendie et autres. Oui, il dit, je peux concevoir un système qui permet de sécuriser tous les bâtiments administratifs de la ville. Et effectivement, il a conçu la chose, il est allé à la gendarmerie. Et on l'a envoyé discuter avec le DCC, c'est-à-dire le directeur de la coordination centrale de la gendarmerie. Ils ont travaillé 2 jours. À la fin, le général qui était DCC à l'époque lui demande donc, et tout ça pour la ville de Yaoundé, les bâtiments à protéger, ça peut prendre combien? Mon fils dit 900 millions. Le général bondit, il dit quoi? Nous pouvons prendre 3 milliards au président et tu viens parler de 900 millions? Ah bon? Paix à son âme, il n'est plus en vie, ce général, à la gendarmerie. Ceux qui connaissaient sa manière d'être savent de qui je parle. Voilà comment ça se fait. Nous proposons donc un système qui permet à un ministre, même s'il est en France ou en Chine, de surveiller son bureau. Oui, s'il y a une intrusion, il est en temps réel alerté qu'il y a quelqu'un qui entre dans votre bureau. On a refusé. Aujourd'hui, on nous brandit 1500 caméras de surveillance de Huawei parce que ceux qui voulaient faire ce travail n'avaient pas l'argent pour sensibiliser les décideurs. Je crois que je me fais comprendre. Tout à fait. Et il en est ainsi. Lorsque les attaques kamikazes ont commencé, je suis allé voir les responsables de la sécurité. Je leur ai dit, on ne lutte pas de cette manière-là. L'arme efficace, ce sont les chiens renifleurs. Parce que le chien renifleur détecte l'explosif à des dizaines de mètres et informe le maître chien. On peut donc neutraliser le kamikaze avant qu'il n'agisse.
un des responsables m'a dit, ouais, les chiens renifleurs sont très chers. J'ai dit, Excellence, un chien renifleur est plus cher qu'une Prado. Hein? Et il a répondu? Il allait répondre quoi? Et pendant un an, j'ai crié à tous les médias qu'il est impératif que nous ayons des chiens renifleurs, même des chiens des chiens de patrouille. Parce que élevé comme chien de patrouille, lorsqu'il dit attaque, il sait où attraper le type et le mettre à terre. Vous venez seulement prendre. Bon, et puis, il y a un Camerounais dont je tais le nom, qui a fait de très hautes études dans la formation des chiens renifleurs. Il est venu ici, nous avons tout tenté, rien. Parce que ce jeune homme n'avait pas l'argent à donner. Parce que tu sais, le problème chez nous, lorsque tu apportes un projet, le responsable pose toujours la question, qu'est-ce que je gagne dedans? Ah, donc il faut gagner. Oui. Il faut d'abord gagner. Il faut d'abord gagner quelque chose. Quelque chose. C'est pour ça, c'est ce qui explique, par exemple, la sortie des terres des villas, des gens qui gagnent 250 000 par mois et qui construisent des villas d'1 milliard. Donc, c'est dommage pour notre pays. Le Cameroun ne mérite pas cela. Je me pose parfois la question de savoir, est-ce que c'est pour cela que Osenef en est mort? Et c'est pour cela que a donné de son sang? Est-ce que c'est pour cela que Wandi a été assassiné? Est-ce que c'est pour cela? Non. Nous avons une histoire. Et nous devons rentrer dans notre histoire pour que le Cameroun redevienne ce qu'il n'aurait jamais cessé d'être. Voilà ce que je dis. Donc, pour revenir, on met il y a plein de trucs. J'ai proposé. Je vous dis, on n'a pas besoin d'être ingénieur. Il y a des drones pour la surveillance des manifestations. Oui. Ils vont pas loin, ils vont à 50 mètres en haut et filment tout ce qui se passe. Et on renvoie les photos au QG. Vous comprenez? De manière instantanée. Absolument. Alors, à ce moment-là, lorsque on prend quelqu'un qui a commis une infraction au cours d'une manifestation, il dit non, non, non. On lui dit, monsieur, c'est qui ça? C'est pas vous? Hein? Or, quand vous avez une simple caméra, vous prenez ici, le drone qui ne coûte pas 10 000 euros. Je dis bien, il ne coûte pas 10 000 euros. Le genre dont je parle. Il y a des grands drones qui coûtent très cher, il y a même des drones qui portent des fusées et même des missiles. Oui, mais ce n'est pas de cela dont il est question. Il est question des drones pour, je dis, comment je dirais, surveiller les manifestations. Quand on aura ces drones-là, personne ne dira que c'est Biloa qui a suggéré, comme les chiens renifleurs. On appelle encore chiens policiers, c'est ça? Oui. Et on ne dira jamais que Biloa a dit depuis plus de 5 ans qu'il faut construire des gymnases dans chaque quartier. Gymnase, pourquoi? Gymnase parce que en cas de quelque chose, on ne met pas les gens sous les tentes. Dans les gymnases. C'est comme ça que les grands pays font. Vous croyez que c'est seulement pour le sport? Oui. Et s'il y a une catastrophe, s'il y a quelque chose qui déplace les populations, on les met dans les gymnases et l'affaire est réglée. On construit les gymnases en fonction de cela. Oui. Mais on a l'impression que la nomenclature camerounaise ne pense qu'à son ventre. Et c'est cela. Comment ça ne pense qu'à son ventre? Oui, mais oui. Si la nomenclature pensait à l'intérêt général, ce dont je parle aurait été réalisé, vous pensez que c'est 10 000 euros qui dépassent la police et la gendarmerie pour avoir un drone? Hein? Mais est-ce que le drone, ce sera un seul drone pour tout le pays ou bien pour une ville? Quand je dis 10 000 euros, lorsqu'on vous dit à certains moments, on a volé 500 millions dans la maison de tel ministre, on a volé 100 millions dans la maison de tel ministre a détourné tant de milliards. Si cet argent était réservé à l'usage du peuple, on n'aurait aucun problème. On ne serait pas écrasé par les dettes comme nous le sommes en ce moment.
Et il est important. C'est une des choses fondamentales que les services spéciaux renseignent le président de la République. Ce n'est pas toujours le cas, contrairement à ce qu'on croit. Attendez, Patriarche Biloa, ici, tout le pays sait quand même que le président est l'homme le plus informé. Non, il est l'homme le plus mal informé. Comment ça? Vous avez les démonstrations? Démonstration 1. Lors de la sortie des émeutes de la faim. Le président est assis à la véranda de l'annexe 3 de la présidence. Il voit des volutes de fumée qui montent de tous les. Il demande à sa garde rapprochée, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez ce qu'on dit au président? Non. C'est des gens qui ont l'habitude de brûler des vieux pneus. Alors ça choque un qui court dire à madame, viens entendre comment on tombe le président. Les Camerounais sont dans la rue, on lui dit, il brûle à étudier, on lui dit que c'est des vieux pneus. Tu comprends ça? Voilà un cas. Un autre, le président l'a reconnu lui-même en 2002, lorsqu'il renvoie les élections. Hein? Le jour des élections, le Premier ministre avait déjà voté. Quand le président renvoie les élections, qu'est-ce qu'il nous a dit lorsqu'il est allé à la télé? Que ce n'est que la nuit, tard la nuit, qu'on lui a dit qu'il était impossible que les élections aient lieu au nord. Je ne voudrais pas donner les noms de ceux qui ont, par des astuces, atteint le président pour lui dire « Excellence, cette élection-là ne peut pas avoir lieu au nord. Nous n'avons rien, on n'a rien reçu. » Mais il y a un qui a failli écoper, il est mort aujourd'hui. On le citait, le vieux Koungédima Ferdinand. Oui, il a écopé M. Marafaïté, quoi, Il était le plus proche collaborateur du président. Pourquoi ne lui a-t-il pas dit que chez moi, là-bas au nord, ça ne va pas? C'est des exemples. Je dirais qui a failli écoper, parce que Koungédima annonce cela et toute l'opinion est contre lui en principe. Non, c'est que je dis ceci. Il y a une mauvaise pratique au Cameroun qui veut qu'on tamise les informations apportées à la connaissance du président de la République. Je dis non. Dans des bonnes écoles, on vous dit tout au très haut destinataire. C'est à lui de discriminer. Oui. Mais, ah donc il y a une discrimination à la base. Voilà. Oh, ça peut faire, le président peut se fâcher. Non, on ne dit pas ça. On ne fait pas ça dans les services. Et c'est ce qui se passe. Et je vous donne, et ça a commencé du temps d'Aïdjo. Ouais. Un cas précis. Quand la présidence sort un texte important, elle demande que, le feedback, comment le peuple a apprécié ce texte. Le texte. Oui. Je suis encore en fonction. On fait ce texte-là n'était pas du tout apprécié. C'est ce que nous disons. Mais quand j'ai lu le BQ final, c'est la bibliothèque quotidienne final, on disait à Idio que non, impeccable, tout le monde a applaudi. Alors, à partir de ce moment-là, alors, un texte qui n'est pas apprécié par les populations, le président a l'information de ce que ça a apprécié. C'est apprécié. Et voilà une des plaies du régime actuel. Et ensuite, il y a d'autres boulots d'étranglement. Chaque ministre a ses policiers, ses gendarmes, ses militaires. Soit par tribalité, soit par acquaintance dans les loges ésotériques. Ah. Chaque ministre... Vous puisez dans l'origine d'Ateba Yonola parce que vous dites que c'est fréquent ça? Absolument. Vous pensez que lorsque une information concerne un haut responsable et qui est rosicrucien et que l'information tombe entre les mains d'un rosicrucien, elle ne parviendra jamais au président de la République. Ah bon? Oui. Par solidarité, on fait ça. Par solidarité de loge, quoi. Par solidarité de loge. Le franc-maçon ne dira jamais, n'ira jamais dire au président que l'autre franc-maçon a mal fait. Sauf lorsque c'est la guerre des loges. Elle existe. Oui. Le Grand Orient, la Nouvelle Loge, le machin, ça lutte, ça se canarde.
c'est à ce moment la seule petite porte qui peut permettre au président d'être renseigné. Et je dis, regardez comment le président n'est pas renseigné. C'est quand même curieux ce que vous dites là, parce que dans l'imaginaire populaire, en principe, hein, c'est que le président est informé point par point sur tout ce qui se passe partout au Cameroun. Il serait l'homme le plus informé s'il n'était pas enfermé, s'il n'était pas en prison au palais. Monsieur Aïdjo était plus informé que Monsieur Biya. C'est vous qui le dites? C'est moi qui le dis et je le prouve. Oui. Vous pouviez, au détour d'une ruelle, rencontrer le président Aïdjo au volant d'une des chevaux. Vous comprenez? Oui. Aïdjo rendait visite à ses amis, à ses camarades, au compte du régime. Du régime. Ce que le président Biya ne fait pas depuis 1984. Après le coup d'État manqué. Ouais, on présente tout le peuple comme étant composé que de terroristes. La preuve. Alors que c'est un autre intérêt qui sous-tend le fait que le président parte du palais à l'aéroport par la route. Ouais. Mais à quoi ça sert, mon cher ami? On peut amener les groupes de danse à l'aéroport. Ouais. Le président, il y a un héliport au palais. Ouais. Il prend l'hélicoptère, il descend. On ne ferme donc pas les boutiques avec ce que cela cause dans le domaine du comme perte. Et on ne bloquerait pas les routes de manière à ce que vous avez une femme qui doit accoucher, elle ne peut pas passer. Un malade à l'article de la mort ne peut pas passer. Et vous pensez que le président est renseigné? Non. S'il était renseigné, si j'étais celui qui doit renseigner le président, je lui dirais de temps en temps, Excellence, il faut prendre l'hélicoptère. Ah oui, pour qu'il y ait l'activité normale. L'activité normale. Et cela n'enlève absolument rien. Mais, si on supprime le parcours palais-aéroport, oui. Les frais d'essence, les frais de jalonnement, parce que le jalonnement, c'est-à-dire les éléments qu'on met sur l'itinéraire, ah oui, 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 ils doivent être payés. Et ils ne le sont pas le plus souvent, parce que les patrons mettent l'argent dans... Ah, donc tout ce parcours a un budget? Absolument. Absolument. C'est comme vous avez entendu ces derniers temps, la femme du président américain qui veut rester seulement à New York. On dit non, non, ça coûte très cher. Oui, parce que ceux qui surveillent, on évalue ça en argent. Ça demande les transmissions, ça demande le carburant, ça demande que ceux qui sont là soient entretenus. Oui, vous ne pouvez pas mettre une journée sur place sans boire de l'eau, sans manger un bout de pain. Donc, ça coûte cher. Et c'est cette dépense-là qui intéresse les organisateurs du cinéma qu'on fait du palais à l'aéroport. On ne va pas quand même dire cinéma, on va dire un parcours qui est coûteux. Je donne un cas précis. Oui. Lorsque un fou a décidé, avec tous ces tralala, un fou avait décidé de monter sur la voiture du pape, il n'est pas monté. Il est monté, monsieur, en Vombi. Avec tout ça, le moto, le fou a dit, je m'en fous. Il est monté sur la voiture du pape. Alors, à quoi ça sert donc? Ce n'est pas comme ça qu'on fait la sécurité des personnalités. Chez nous, c'est du vrai cinéma. Vous imaginez que à l'intérieur... Donc, pour vous, on peut faire des économies? On peut faire des économies. En temps et en argent? En argent, mais avec une efficacité réelle de la protection. Parce que, regardez, j'ai vu parfois, le président Biya reçoit un étranger. Ils sortent dans le jardin et ils sont entourés de gardes-corps. Bon Dieu, ça veut dire que le palais n'est pas sécurisé. Hein? Dites-moi ce que les gardes-corps cherchent à côté du président, à l'intérieur du palais. Ils causent avec un étranger. Ils font quoi? Ah, et donc ils doivent assurer la sécurité un peu plus... Mais bien sûr, on sait où ils vont passer. Même s'il faut fouiller ça au scanner, on fouille. Et après, maintenant... Mais c'est quand même une garde rapprochée. Oui, une garde rapprochée. Lorsque vous voyez à la télé, là, vous croyez que les présidents américains, les présidents français et autres ne sont pas protégés. Ils sont protégés, mais vous ne voyez pas
Sauf quand il rentre dans la foule. Non, je dis, on nous a appris ça autrement. Et voilà. Alors, on rentre, hein, ça c'est un volet sécuritaire, peut-être pour voir comment éliminer les dépenses en temps, en argent, ainsi de suite. Vous dites que le président n'est pas bien informé et vous dites que vous l'assumez en tant que quelqu'un qui maîtrise les questions de sécurité. Mais aujourd'hui, au-delà des chiens renifeurs, au-delà des caméras de surveillance et de bien d'autres choses, et vous avez l'impression que, vous avez dit, donc, il faut donner des points à l'armée, parce qu'aujourd'hui on a une armée, vous avez l'impression qu'on est allé vers une sécurité qui est beaucoup plus renforcée? Oui, ne pas le reconnaître serait faire preuve de mauvaise foi, parce qu'il y a des gars qui sont formés pour. Mais le drame, c'est la tête. Il y a une fossilisation à la tête de nos forces de défense. Fossilisation, c'est-à-dire, soyez beaucoup plus précis. Il y a certains généraux qui sont devenus séniles. Certains ne peuvent pas se tenir debout, mais ils sont là. Non, laissez les jeunes faire ce boulot. Ah, donc vous êtes pour le renouvellement? Absolument. Nous faisons les enfants pourquoi? C'est comme dans la fonction publique. Les enfants sont à la retraite et le papa est encore en fonction. C'est pas normal. Si le papa est encore fort. Le papa est encore fort. Donc le papa est plus fort que son fils. C'est pour ça qu'il est en fonction pendant que le fils est à la retraite. Non, ce n'est pas normal. Ça, ce serait vraiment raconter des bobards que d'affirmer que quelqu'un a ses enfants. Je ne veux pas donner des noms parce que nous ne sommes pas là pour nous faire des ennemis. Nous sommes là pour informer, pour sensibiliser de manière positive. De manière positive, l'opinion. Et ce que nous faisons là, ce n'est contre personne. De loi ici, comme la DBS ne joue pas contre des individus. Tout à fait. Encore moins contre l'État parce que l'État est sacré. Oui, il faut que ce soit clair. Quand on critique, c'est parce qu'on croit qu'on peut faire mieux. Mieux, oui. Ouais. Moi, je dis, et c'est ça, c'est pour cela que nous avons été à l'école. Est-ce que vous imaginez quelle est la dette qui est la nôtre? Nous qui avons fréquenté sans payer. Ah, oui. Elle est énorme, cette dette, mais il y en a qui ne s'en souviennent pas. Et je prends le cas le plus haut. Le père du président de la République était catéchiste. Vous pouvez me dire où est-ce qu'il pouvait trouver l'argent pour payer les études de son fils? Ah oui, ça c'est vrai aussi. Non! Gratuitement, il a étudié comme d'autres. Mais revenu de là, c'est devenu... beaucoup sont devenus des prévaricateurs au lieu d'être des serviteurs de l'État et du peuple. C'est ça le véritable problème. Donc, il doit ici n'est contre personne. J'ai parlé de l'autre tout à l'heure. J'ai des amis dedans. Hein. Ah, vous avez des amis? Ah, absolument, parce que c'est des Camerounais. Et puis, il y en a qui sont corrects dedans. Étant dans les loges, mais étant corrects. Oui, il y en a qui Comment sont vous expliquez ça? C'est corrects. une parenthèse, hein. On va rapidement sortir de là. J'explique. Parce que je voudrais qu'après ça, on va achever cette émission avec, comme vous dites qu'il y a trop de prévaricateurs, qu'on essaie de voir la sécurité de l'argent et des fonds. Oui, vous dites que vous avez des amis dedans. J'ai des amis dedans, et même, j'ose l'affirmer, des frères. Tu comprends? Moi, on m'a dit ceci. Ton frère est comme le sang de la langue. Ah oui. C'est-à-dire, ton frère est le sang de la langue. Ou si au minimum, tu craches une partie, mais tu avales une partie. Ça veut dire que tu ne peux pas rejeter complètement ton frère. Ton frère. Okay. Voilà comment nous avons été élevés. Voilà pourquoi, si quelqu'un a choisi d'être franc-maçon ou rosicrucien, c'est son choix. Vous comprenez? Oui. Je n'ai rien à dire. Là où ça commence à être compliqué, si ce choix impacte négativement sur le fonctionnement de notre pays. C'est à ce moment, il y a un problème. Ce n'est plus un problème avec Biloua, mais c'est avec le pays. Le pays, la société, le Cameroun. Voilà. Alors, Patriarche, j'ai dit ça, c'est des séries d'émissions qu'on commence comme ça parce que on doit informer permanemment le Cameroun, hein, et vous êtes un acteur de choix, l'un des consultants de la DBS, hein, dans ce vaste programme
qui tarde peut-être, mais qui est en train de se mettre en place avec prochainement un studio ici à Yaoundé pour prendre même à l'international où nous avons pratiquement beaucoup de correspondants avec lesquels on a travaillé. Le problème de prévaricateurs au Cameroun, vous avez dit vous-même, les maisons où on trouve les 500 millions et tout ça. Qu'est-ce qui fait problème dans le cas de la sécurisation des fonds? Ce qui fait problème, la première qualité d'un haut fonctionnaire, c'est d'aimer son pays. Quand tu aimes ton pays, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Il y a très peu qui aiment le pays. Donc, conclusion, à ce stade-là, la prévarication, les détournements, les vols, c'est parce que les gens aiment ceux qui n'aiment pas le pays. Absolument. Ils ne pensent qu'à eux. Et ils soustraient ce qui devrait servir à tout le monde et ils le prennent pour eux-mêmes. Et maintenant, il y a des moyens pour minimiser cette prédation. Oui, il y a des moyens, mais je vous relance, on revient sur les moyens pour minimiser. Est-ce à dire que ceux-là sont très forts, que le pays en lui-même, que le peuple, est-ce que ceux qui aiment le pays sont minoritaires? C'est quand même oui, ils sont minoritaires et surtout, là, vous m'entraînez dans un domaine que je développe énormément dans le livre que je suis en train d'écrire. Ah oui, ça c'est un scoop, hein. Vous êtes en train d'écrire un livre. D'écrire un livre, c'est l'application le protocole des sages de Sion. C'est un document. Il enseigne comment précariser un peuple pour le maîtriser. Ah. Ça, c'est la stratégie qui est en place. Absolument, absolument. Parce que on doit, dans son village, apparaître comme le sauveur. Ah. Quand on arrive, tout le monde est content parce qu'il y a à manger, parce qu'il y a à boire. À ce moment-là, on obéit aux ordres du Christ. Aux ordres du Christ. Oui, ils deviennent des sauveurs. Et or, ils ne le font pas avec leur argent. Mais le Christ n'était pas en train de faire la précarisation. Non. Bon, du moins l'image de sauveur. Oui, c'est l'image de sauveur dont je parle. Oui. Je voudrais dire ceci. Oui. On veut chez nous parce que le président de la République aurait pu faire un très bon président en France, en Italie, non pas en Italie, à la mafia là-bas, ailleurs. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Parce qu'il croit que lorsqu'il a nommé quelqu'un... Ah oui, la personne assume régulièrement ses fonctions. Mais c'est pas possible. Au stade de notre maturation politique, il faut du contrôle. Ouais. Il faut du contrôle. Un contrôle permanent? Un contrôle permanent. Et puis, il y a... Donc, vous voulez dire à ce niveau, on déduit un peu d'abord, je ne sais pas si c'est ça, ouais. C'est l'absence de contrôle qui a amené cette continuité de prévarication et de prédation? Absolument. L'absence de contrôle est, disons, un réseau de connivence dans ce que j'appelle le parti administratif qui règne. Oui. Parce que je prends un cas précis. Paix à son âme, l'ancien trésorier du RPC qui était aussi le délégué du gouvernement. Il nous avait dit que dans la caisse, il n'avait pas 25 000. Dans la caisse du RDPC, oui. Il n'avait pas 25 000. 2 ou 3 mois après, il y avait les élections et le RDPC nous a sorti un budget de plus de 4 milliards. Vous pensez qu'on trouve l'argent où? Mais peut-être les membres ont participé. Oui, comment ils ont participé, ils ont pris l'argent où? Mais c'est des hommes d'affaires, c'est des opérateurs et autres. Mais vous voulez quand même imaginer des choses? Non. Non, expliquez-nous, comment non? Il faut être clair. Ouais. J'ai eu le courage de publier ce que gagne un ministre au Cameroun. J'ai donné les noms des ministres et ce qu'ils gagnent. Il n'y avait que le blanc du BAM qui dépassait le million. Il était ministre des Finances à cette époque. C'est de qui je parle. Mais alors, le ministre a certes des avantages. Mais explique-moi
comment quelqu'un qui gagne moins d'1 million peut mener le train de vie que mènent les ministres? Comment quelqu'un qui gagne moins d'1 million... Quel train de vie? 20 petites par-ci, 10 villas par-là. Qu'est-ce que vous appelez petites? Des copines, comme on dit. Ah oui, merci. Et ces copines, j'ai vu un ministre construire une maison de 500 millions à sa copine. Ah, vous avez vu? Oui. C'est vous qui le dites? C'est moi qui le dis. Je peux aller monter la maison. Si c'est nécessaire, je dis voici cette maison. Et cette petite avait été ipso facto bombardée dans une ambassade comme contrôleur financier. Contrôleur financier dans une ambassade? Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, ceux qui connaissent ont déjà su de qui je parle et de quelle petite je parle. Donc, moi je ne raconte pas ce que je ne peux pas prouver. Oui. Parce que c'est très dangereux. De dire des choses qu'on ne peut pas prouver. C'est très dangereux de dire des choses qu'on ne peut pas prouver. Surtout que nous avons une dérive terrible qui protège les prévaricateurs. Oui. Regardez en France, un journal dit qu'un ministre fait ceci, le lendemain il démissionne. Ah, oui. Et une enquête... C'est lui qui prouve qu'il n'a pas volé. Une enquête est ouverte ici au Cameroun. Une mise en examen en principe. Ici au Cameroun, c'est le journaliste qu'on poursuit pour diffamation. Et finalement, le crime qu'il a dénoncé est couvert. Parce qu'on te dit présomption d'innocence. Présomption d'innocence, mais sans enquête d'un côté. C'est-à-dire, on fait une enquête à charge pour le dénonciateur. Ce n'est pas normal. Ça, c'est une inversion de l'administration de la preuve. Ce n'est pas normal. Ok. Dans la procédure judiciaire. Oui, parce que si on dit que Bilois a volé ce papier, c'est Bilois qui doit démontrer que je n'ai pas volé le papier, je l'ai acheté. Et le moyen pour acheter ce papier... le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Essola, l'a démontré dernièrement, en parlant d'un exemple du BIC, que le BIC que j'ai en main là, il a même monté le BIC, je dois montrer par une preuve que ce BIC là effectivement m'appartient. Et comment je l'ai eu? Mais ce n'est pas ce qui se fait. Et les confrères journalistes ne comprennent pas ça. Dès que tu attaques, si on sensibilise là-bas, c'est les confrères qui montent contre toi. Alors, donc le problème de la prévarication, des détournements s'accentue ou bien évolue par l'absence du contrôle. Par l'absence du contrôle et par l'absence d'une loi qui lutte contre l'enrichissement illicite. Oui. Mais il y a quand même l'article 66 de la Constitution où les querelles sont souvent faites dessus. Non. On va vers la fin de ce programme. La déclaration n'est pas synonyme de justification. Ah, voilà. Parce que beaucoup en parlent. Peut-être la précision aujourd'hui est faite à DBS. La déclaration n'est pas synonyme de justification. Si on veut contrôler, vous me donnez cette charge. Je commence quartier par quartier. Je viens ici, voici ce bâtiment. C'est à qui? On me dit c'est à Hubert. Je dis ok, Hubert c'est toi? Il dit oui. Je marque c'est toi. Dans tous les quartiers de Yaoundé, tous les quartiers de Douala, de Maroua, de Garoua, de Bamenda. Cela peut se faire? Oui, cela peut se faire. Dans le cadre de la sécurisation des fonds et même des biens. Alors à ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Quand on a fini, on appelle le bail, lui dit ouais, c'est bien, c'est à toi le bâtiment. Tu dis oui, mais comment tu l'as eu? Tu l'as eu, tu l'as construit avec quel moyen? Tu vas voir les gens fuir le Cameroun. Ah bon? Oui, ils vont se barrer. Ils vont fuir. Parce que quand vous voyez une petite fille de 25 ans qui a un immeuble de 3 niveaux, mais mon Dieu, moi j'aimerais que ces gens-là montent les gris-gris qu'ils font à l'État pour que l'État ait de l'argent. Mais ils gagnent les marchés, non? Et quel marché? Le marché fictif? Non. Merci, Patriarche Bilois. Ici, on arrive à la fin de ce programme. C'est la première émission parmi cette série
On rappelle, et je le rappelle que vous êtes le consultant de la Dan Broadcasting System, avec ces programmes d'ailleurs voulus par le promoteur de cette chaîne pour informer, sensibiliser, dire la vérité sans s'attaquer aux personnes. Il aime son pays, le promoteur. Oui, sans s'attaquer aux personnes, encore moins à l'État. Merci de nous avoir reçus à Yaoundé. Oui, il n'y a pas de quoi, je l'ai dit dès le départ, je suis disposé à parler, à travailler lorsqu'il s'agit de construire le Cameroun. Parce que ce Cameroun, d'abord au niveau des Allemands, les Camerounais ont accepté d'être pendus parce qu'ils voulaient défendre le Cameroun. Oui. Après la pendaison par les Allemands, les Français, avec leurs complices locaux, ont tué des milliers et des milliers de gens. Rien que pour le Cameroun. Et ce sang, nous ne devons pas marcher dessus. Nous devons le respecter. Comme en France, chaque année, on célèbre la mémoire des résistants. Ouais. Et ici, on dit la mémoire de Makiza. Alors, c'est pas sérieux. En tout cas, vous annoncez là la prochaine émission qui va dans ces repères historiques que vous maîtrisez très bien. Une fois de plus, merci. Madame, monsieur, c'est terminé pour cette édition de Le Monde ce jour. Nous étions sur l'une des collines de la capitale politique du Cameroun, siège des institutions républicaines au Cameroun. Nous avons reçu le patriarche Biloy ici. Nous reviendrons aussi sur les repères historiques une autre fois. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la Dan Broadcasting System.